Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais parler aujourd'hui d'un nouveau chapitre de Terminal S, transformation en chimie organique. Donc la transformation de molécules organiques, c'est ce qu'on appelle la synthèse, et donc au cours d'une synthèse organique, on va modifier des molécules existantes. On va commencer par aborder le chapitre sous un aspect macroscopique, donc à partir de bilans réactifs d'un produit comme vous êtes habitué. Petit rappel qu'en ce qui concerne une molécule organique, elle est caractérisée, elle est constituée d'un squelette carboné et à ce squelette peuvent se rajouter un ou plusieurs groupes fonctionnels, groupes caractéristiques. Quand on modifie une molécule organique, on peut donc on peut agir sur ces deux paramètres, soit sur le squelette, soit sur le groupe caractéristique. Commençons par cet aspect-là, la modification du groupe caractéristique. Je vais l'illustrer au travers de trois transformations. Donc vous avez ici la transformation d'un alcène. L'alcène est caractérisé par une double liaison carbone-carbone, et on voit quand on fait réagir donc cette molécule avec du dibrome, une molécule de dibrome, eh bien on obtient ce composé-là, qui est un composé halogéné. Les deux atomes de brome se sont additionnés sur les carbones intervenant dans la double liaison. Eh bien justement, je viens de dire additionner, c'est pas par hasard, cette transformation-là appartient à une catégorie de transformation qu'on appelle une addition. Vous avez en fait un atome ou groupe d'atomes qui vont s'additionner sur une molécule, et plus particulièrement ici au niveau de la double liaison. Deuxième exemple, on a un dérivé halogéné à base de chlore ici, que l'on fait réagir avec de l'eau, et on va obtenir un produit principal et des sous-produits. C'est le produit principal évidemment qui va m'intéresser, et vous pouvez constater que lorsqu'on compare le produit obtenu avec le réactif qui lui ressemble, eh bien il y a eu remplacement de l'atome de chlore par le groupe hydroxyle. Cette transformation s'appelle une substitution. Un atome ou groupe d'atomes a été remplacé par un autre. Enfin, troisième catégorie, eh bien c'est la transformation d'un alcool. Cet alcool, donc caractérisé par le groupe hydroxyle, va se transformer en alcène plus une molécule d'eau. En fait, la molécule d'eau provient du groupe hydroxyle et d'un atome d'hydrogène porté par le carbone voisin. On a donc enlevé une molécule d'eau. Il y a une molécule d'eau qui a été en quelque sorte éliminée depuis la molécule de départ, et cette dernière catégorie de réaction s'appelle donc une élimination. Au cours d'une élimination, on voit apparaître une liaison multiple, ici en l'occurrence une liaison double. Donc voilà les trois catégories de transformation qui permettent de modifier la famille à laquelle appartient la molécule, c'est-à-dire changer son groupe caractéristique. Autre possibilité, je l'évoquais tout à l'heure, quand on veut modifier une molécule organique, on peut s'attaquer à sa chaîne carbonée. Alors on peut diminuer le nombre d'atomes de carbone. Quand on a des grosses molécules que l'on veut réduire, eh bien on va casser ces molécules. Donc c'est vrai notamment quand on raffine le pétrole. Les hydrocarbures naturels donc possèdent en général une très longue chaîne carbonée, et si on veut obtenir de plus petites molécules, eh bien on va réaliser ce qu'on appelle un craquage catalytique, parce qu'il faut un catalyseur pour que la transformation se fasse. Le craquage porte bien son nom, c'est tout simplement qu'on va casser une grosse molécule pour en former de plus petites. Voici un exemple donc qui illustre ce qui se passe dans l'industrie pétrolière. Vous avez donc une très longue molécule qui possède 20 atomes de carbone, qui va donner naissance à des molécules plus petites, même si celle-là est encore assez grande, et on a bien réalisé ce qu'on appelle un craquage. On peut également augmenter le nombre d'atomes de carbone, donc là c'est exactement le contraire. On a de petites molécules et on en fabrique de plus grosses en les assemblant. Donc c'est notamment le cas quand on fabrique des matières plastiques. Les matières plastiques sont des polymères, et donc par une réaction qu'on appelle une polyaddition, on va additionner des petits morceaux pour obtenir donc des molécules plus grandes. Voici une illustration, donc la fabrication du polystyrène qui s'obtient à partir d'une molécule qui s'appelle le styrène. La voici, et donc ce monomère, lorsqu'on le fait réagir avec un autre monomère, on obtient donc une molécule un peu plus grosse, et ainsi de suite, multiplié un nombre n de fois, on obtient une macromolécule appelée polystyrène. Et donc les matières plastiques, polyéthylène, polypropylène, etc., contiennent toutes le préfixe poly. Elles ont subi donc une polymérisation pour se fabriquer.
Troisième catégorie, on n'augmente plus, on ne diminue plus le nombre d'atomes de carbone, mais on va le conserver, mais modifier le squelette, modifier la structure. C'est ce qu'on appelle le reformage, donc notamment pour obtenir des carburants plus stables. C'est ce qu'on fait subir à certaines molécules. Donc dans le reformage, on peut décomposer, on va avoir l'isomérisation, donc comme son nom l'indique, on fabrique un isomère de la molécule de départ, même formule brute. Vous voyez ici du pentane qui est transformé en méthylbutane. On peut réaliser une déshydrogénation, passer d'un alcane à un alcène par exemple. Donc là, le squelette carboné n'est pas modifié, il y a une double liaison, mais le nombre d'atomes de carbone n'est pas modifié et l'ordre des atomes de carbone non plus. Il n'y a pas de réorganisation, il y a juste une perte d'hydrogène. Ou bien on peut réaliser une cyclisation, c'est-à-dire à partir d'une molécule linéaire par exemple, on va fabriquer un cycle. Donc là, vous n'avez pas de modification du nombre d'atomes de carbone, c'est du reformage. Voilà. Alors, toutes ces transformations macroscopiques ont été faites à partir d'un bilan. Les réactifs donnent les produits. Dans la deuxième partie du chapitre, on va s'intéresser à l'origine de ces transformations d'un point de vue microscopique, c'est-à-dire pourquoi telle molécule est capable de réagir avec telle autre, mais on va même aller plus loin. On va essayer de comprendre pourquoi telle partie de la molécule réagit avec telle partie d'une autre molécule. Alors pour cela, ça va nécessiter de faire des petits rappels et des petits approfondissements, et notamment en ce qui concerne l'origine d'une liaison covalente entre deux atomes, c'est la mise en commun d'électrons. Les électrons sont chargés négativement. Les deux atomes qui interviennent dans cette liaison vont attirer plus ou moins les électrons grâce à une caractéristique qu'on va voir, et ainsi vont se comporter comme un site riche en électrons, qu'on va considérer comme donneur, ou un site pauvre qui lui va être accepteur. Et une transformation chimique, c'est toujours l'attaque d'un site riche vers l'attaque d'un site pauvre. Donc il faut, pour comprendre pourquoi une réaction chimique a lieu et comment elle a lieu, identifier les sites riches et les sites pauvres en électrons. Donc la première possibilité qui donne naissance à ce genre de polarité, c'est quand on a affaire à une liaison polarisée. L'origine de la polarisation d'une liaison vient d'une grandeur qui s'appelle l'électronégativité. Cette grandeur exprime la capacité d'un atome à attirer les électrons. Tous les atomes n'attirent pas de la même manière les électrons, ça dépend de leur position dans la classification des éléments. Les éléments qui sont très très proches de la stabilité, là, vous avez la colonne des gaz rares. Ces éléments sont stables, leur couche périphérique est complètement remplie. Si vous prenez la colonne qui est juste à côté, il leur manque un électron pour atteindre cette stabilité. Donc, ces atomes sont avides d'électrons, ils vont tout faire pour gagner l'électron manquant, et comme ils sont à la recherche de cet électron, ils les attirent beaucoup, ils sont très électronégatifs, et encore plus s'ils sont petits, ce qui veut dire que l'atome de fluor, c'est l'atome le plus électronégatif. A l'inverse, quand on est dans cette colonne-là, vous avez des éléments qui ont un seul électron sur leur couche périphérique. Donc eux vont, pour se stabiliser, plutôt chercher à s'en débarrasser. Ils ne sont pas du tout attirés par les électrons, ils n'attirent pas les électrons, et donc leur électronégativité est faible. L'électronégativité croît donc de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Voici les éléments les plus électronégatifs. En chimie organique, évidemment, on va s'intéresser à des éléments qu'on rencontre plus souvent, notamment l'oxygène, le chlore, alors, tous les halogènes, mais c'est le chlore qu'on rencontre plus souvent, l'azote, le carbone, et puis bien sûr l'hydrogène. Donc là, vous avez en indication les valeurs d'électronégativité. C'est une grandeur qui n'a pas d'unité, qui permet de comparer en fait les atomes les uns par rapport aux autres, et plus le nombre est important, plus l'électronégativité est importante. La polarisation de la liaison va dépendre de la différence d'électronégativité qu'il y a entre les deux atomes concernés par la liaison. Donc considérons deux atomes A et B, l'atome A est plus électronégatif que l'atome B. Donc l'électronégativité est représentée ici par la lettre qui, la lettre grecque qui. Donc qui A plus grand que qui B, ça veut dire que l'atome A attire plus les électrons que l'atome B.
Si la différence d'électronégativité entre les deux atomes est relativement faible, inférieure à 0,4, on peut considérer que la liaison n'est pas polarisée ou très très peu polarisée, et donc ça ne va pas donner naissance à un pôle plus et un pôle moins. Un exemple très très fréquemment rencontré en chimie organique, c'est la liaison CH. Le carbone est un petit peu plus électronégatif que l'hydrogène, mais pas beaucoup, et donc comme cette liaison-là, c'est la plus fréquente dans les molécules organiques, on va considérer, pour simplifier les choses, que cette liaison n'est pas polarisée, c'est donc pas elle qui va nous intéresser pour justifier quoi que ce soit. Dans ce cas-là, évidemment, on représente le lien, la liaison entre les deux atomes par un trait classique de A entre A et B. Si maintenant on a une électronégativité plus importante, supérieure à 0,4, mais inférieure à 1,7, eh bien on va avoir une liaison polarisée. Exemple dans les molécules organiques, carbone, oxygène, oxygène, hydrogène, et ainsi de suite. Dans ce cas, l'atome le plus électronégatif, donc on a dit que c'était l'atome A, va attirer davantage et beaucoup plus les électrons que l'atome B, ce qui veut dire que le doublet d'électrons ne va pas être équitablement réparti entre l'atome A et l'atome B. De manière statistique, les deux électrons vont être plus souvent plus proches de A que de B. Et comme les électrons sont chargés négativement, eh bien l'atome A va être porteur d'une fraction de charge négative qu'on va noter delta-, et à l'opposé, l'atome B, lui, va être porteur d'une fraction de charge delta+, qui compense complètement la charge de l'atome A, pour que l'ensemble reste neutre, bien évidemment. Donc ces charges dites partielles montrent que, eh bien, il y a un site qui est plus riche en électrons et un site qui est plus pauvre en électrons. Si la différence maintenant est supérieur à 1,7, eh bien le doublet d'électrons peut considérer qu'il est complètement basculé vers un atome qui a donc gagné l'électron que l'autre lui a fourni, et on est dans le cas des liaisons ioniques. Et dans ce cas-là, eh bien l'atome le moins électronégatif a perdu l'électron, donc il se retrouve chargé plus, puisqu'il a perdu un électron, et l'atome A, lui, ayant gagné un électron, se trouve chargé moins, une charge moins. Dans le cas donc d'une liaison polarisée, comme je vous l'ai dit, le doublet n'est pas équitablement réparti et on voit apparaître donc ce qu'on appelle un dipôle formé de deux pôles, un pôle plus et un pôle moins, représenté par delta plus et delta moins. Ces charges donc sont des charges dites partielles, c'est une fraction de la charge élémentaire, la plus petite charge portée par un élément, donc 1,6 10-19 coulombs. Ça c'est ce qu'on a par exemple dans la liaison ionique NaCl. Là vous avez une charge moins 1,6 10-19, la plus 1,6 10-19, et dans cette situation-là, on est sur des fractions de charge élémentaire, donc la charge elle est plus petite que cette valeur indiquée. Plus la différence d'électronégativité est importante, et plus évidemment la charge partielle va se rapprocher de la charge élémentaire. Un site qui est chargé delta+, c'est un site qui est donc avide à la recherche d'électrons, puisque le moins attire le plus attire le moins, et puisqu'il aime les électrons, eh bien on va le qualifier d'électrophile. A l'inverse, un atome qui est porteur d'une charge négative va être qualifié de nucléophile. Alors les charges partielles expliquent donc l'origine de sites riches et de sites pauvres, mais ce n'est pas la seule origine de sites riches en électrons. On a aussi bien évidemment les liaisons multiples. Si on a affaire à une liaison double, voire une liaison triple, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'électrons entre les deux atomes considérés, et donc ce nombre important d'électrons fait que le site est riche et donc donneur en électrons potentiels. Autre possibilité, certains atomes, vous le savez, sont porteurs de doublets non liants, qui n'interviennent donc pas dans la liaison vers d'autres atomes, mais ces électrons sont à proximité donc des atomes qui les portent et peuvent potentiellement aller attaquer des sites pauvres en électrons, et ça explique pourquoi donc on peut avoir un atome donc porteur de doublets non liants qui va réagir avec un site pauvre. Enfin, pour tirer le bilan de tout ce que je viens de vous dire, comment va-t-on expliquer la réaction chimique? Eh bien, c'est l'interaction entre un site donneur, donc un site riche en électrons
d'un des réactifs vers le site accepteur, donc un site pauvre d'un autre réactif. Cette attaque, cette interaction, va être symbolisée par une flèche qui part depuis celui qui agit, celui qui attaque, donc le site riche, vers le site le plus pauvre. Et l'ensemble du bilan macroscopique va pouvoir se décomposer en une succession d'étapes. Cet ensemble d'étapes s'appelle le mécanisme réactionnel, et au cours de chacune des étapes du mécanisme, eh bien, il faudra trouver quel est le site riche, quel est le site pauvre, comment se fait l'attaque et comment expliquer donc la transformation qui a lieu. Pour illustrer donc cette nouveauté, deux des exemples qu'on a vus en début de chapitre. On a parlé de la transformation d'un élément halogéné, d'un dérivé halogéné en alcool. Donc voici le dérivé halogéné qui contient donc l'atome de chlore, et l'alcool eh bien, va se former, mais vous voyez que là je n'ai pas écrit le bilan global, mais seulement la première étape de la transformation. Il y en aura deux pour expliquer donc comment on va former un alcool. Dans un premier temps, la molécule d'eau va réagir avec la molécule de dérivé halogéné. Où sont donc les sites riches et pauvres de ces deux molécules réactives? Dans cette première molécule, on a des liaisons carbone-carbone. Évidemment, des liaisons entre atomes identiques ne sont pas polarisées puisque les deux atomes attirent autant les électrons. Les liaisons CH, j'en ai parlé tout à l'heure, ne sont pas non plus polarisées. Il n'en reste qu'une dans cette molécule, c'est la liaison entre carbone et chlore. Le chlore, un halogène très électronégatif, le carbone beaucoup moins électronégatif. Ça veut dire que les deux électrons qui sont ici sont plus souvent proches du chlore que du carbone. Donc le chlore va porter une charge delta-, le carbone une charge delta+. On a donc identifié dans cette molécule un site pauvre et un site riche. Maintenant, dans la deuxième molécule qui intervient et qui réagit, il y a polarisation des deux liaisons. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, donc on pourrait mettre delta+ et delta-, et on en rajoute une couche, l'oxygène est aussi porteur de deux doublés non liants. Donc c'est un site qui est très très riche en électrons. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le site riche de cette molécule, donc l'atome d'oxygène, va attaquer le site pauvre en électrons de cette autre molécule, c'est-à-dire le carbone. Et quand l'oxygène attaque le carbone, en fait c'est l'un des deux doublés non liants de l'oxygène qui va venir attaquer le carbone, et bien de cette attaque va naître une nouvelle liaison, qui est une liaison carbone-oxygène. C'est la liaison que l'on voit ici. Sauf que, si on s'arrête là, le carbone qui a 4 liaisons, s'il se fait attaquer et crée une nouvelle liaison avec l'atome d'oxygène, va se retrouver avec 5 liaisons, ce qui est impossible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la contrepartie de cette nouvelle liaison, eh bien, ça va être la disparition d'une des 4 liaisons déjà existantes. Et si vous regardez ce qui est formé, eh bien, on voit que le chlore a été décroché de la molécule de départ. Ça veut dire que c'est cette liaison-là qui n'existe plus, la liaison carbone-chlore n'existe plus, et pour la justifier, eh bien, c'est que le doublet qui les reliait va basculer vers l'atome qui l'attire plus, c'est-à-dire vers l'atome de chlore. Donc voilà ce qu'on va dessiner pour symboliser l'attaque. Une flèche qui part du site riche vers le site pauvre, mais il faut une deuxième flèche pour expliquer que le doublet qu'il y avait entre le carbone et le chlore va maintenant totalement être sur l'atome de chlore qui possédait 3 doublets non liants et qui va maintenant en avoir 4. Alors, cette attaque suivie du basculement du doublet va s'accompagner de l'apparition de charges parce que certains des atomes qui sont écrits n'ont plus le nombre de liaisons idéales en quelque sorte, et c'est notamment le cas de l'atome d'oxygène. Un atome d'oxygène possède au départ 6 électrons, 6 électrons sur sa couche périphérique, un K2L6 si on écrit la structure électronique, et ces 6 électrons sur la couche périphérique vont donc donner 2 doublés liants et 2 doublés non liants. 2 doublés non liants, donc ça fait 4 électrons, et les 2 électrons restants vont former 2 liaisons avec des atomes voisins. Donc c'est ce qu'on voit ici dans la molécule d'eau.
Au cours de la transformation qu'on a écrite, eh bien, on voit que l'atome d'oxygène qui est là possède un doublet non liant, donc 2 électrons pour lui tout seul, et il a 3 doublets liants, c'est-à-dire des électrons partagés. Donc si on considère que parmi les électrons partagés, il y en a un pour lui à chaque fois, on se retrouve avec un oxygène entouré de 5 électrons. Il en avait 6 au départ, il en a plus que 5, il en a perdu un. S'il a perdu un électron, il devient chargé positivement. Et l'atome de chlore, lui, au contraire, puisqu'il a gagné les 2 électrons qui le reliaient à l'atome de carbone, il en a mis un au départ pour se lier et il en récupère 2, donc il est excédentaire d'un électron, il devient donc chargé moins. Vous pouvez constater que, en termes de charge électrique, cette équation de l'étape numéro 1 est totalement équilibrée. Au cours d'une seconde étape, cet ion-là qui est apparu, qu'on appelle un intermédiaire réactionnel, là il est sous forme de produit, eh bien il va être le réactif de l'étape suivante, de telle sorte que quand on fait la somme, quand on fait le bilan, eh bien cet intermédiaire réactionnel ne sera plus présent. Donc cet intermédiaire, le voici, et il va subir une transformation pour donner naissance donc à l'alcool, qui est le produit, l'un des 2 produits de la transformation globale. Donc comment expliquer le passage de ça à ça? Alors déjà, on va réécrire l'intermédiaire réactionnel exactement comme on l'a obtenu tout à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ici et ici? On voit qu'il y a une liaison OH qui a disparu. Là, il y a 2 hydrogènes, là, il n'y en a plus qu'un. Donc, si on considère que c'est celui-là qui va se décrocher, eh bien, le doublet qui reliait l'atome d'oxygène et d'hydrogène va maintenant complètement basculer, devenir doublet non liant sur l'atome d'oxygène, et l'atome d'hydrogène perd donc l'électron qu'il avait engagé, et il va se retrouver donc chargé positivement. Voilà. Donc si on fait la somme des 2 étapes, cet intermédiaire et cet intermédiaire sont identiques, se simplifient. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le dérivé halogéné, plus de l'eau, qui donne la molécule d'alcool, plus H+, plus Cl-. C'est exactement le bilan qu'on avait écrit donc pour cette première transformation. Deuxième et dernier exemple, la transformation de l'alcool en alcène. Donc voici une molécule caractérisée par le groupe hydroxyle, donc c'est un alcool. On la fait réagir avec des ions H+, issus d'une solution acide, et on va obtenir ce premier intermédiaire réactionnel. Donc quelle est la nouvelle liaison qui est apparue? C'est au niveau de l'atome d'oxygène, il n'y a qu'une seule liaison avec un hydrogène, et on obtient donc quelque chose qui possède 2 liaisons. Donc il y a une liaison OH qui est apparue. La nouvelle liaison a été identifiée, donc maintenant il reste à savoir qui a attaqué qui est donneur, qui est receveur. Bon, là c'est facile, H+, est déficitaire en électrons, du fait de sa charge, donc ça c'est un site pauvre, et l'atome d'oxygène possédant des doublets non liants est un site riche, donc l'oxygène attaque l'hydrogène ici, on va relier les deux par une flèche qui part d'un des 2 doublets non liants de l'oxygène vers l'ion H+. Voilà. Et donc ça explique l'apparition de ça, sauf que maintenant on obtient un oxygène qui possède 3 doublets liants au lieu de 2. Donc dans l'affaire, vous voyez que là il y a 2 électrons qui appartenaient à l'atome d'oxygène, il en a en quelque sorte prêté un pour se lier à l'atome d'hydrogène, donc il a perdu un électron dans l'affaire et il devient ainsi chargé positivement. Ce premier intermédiaire réactionnel va donc être le réactif de la deuxième étape. Cette deuxième étape fait apparaître ce nouvel intermédiaire, numéro 2. Donc qu'est-ce qui change entre là et là? Eh bien on voit qu'à partir d'un réactif, on obtient 2 produits. On est sur une transformation qui ressemble à de l'élimination. Il y a de l'eau qui s'est décrochée. Alors l'eau, évidemment, on la reconnaît quasiment ici, l'oxygène et les 2 atomes d'hydrogène. Pour que ça ressemble parfaitement à ce qu'on obtient ici, eh bien, il faut que cette liaison entre carbone et oxygène ne soit plus présente. Donc la molécule d'eau, c'est un oxygène avec 2 doublets non liants. Et bien pour l'expliquer, c'est que ce doublet, qui pour l'instant est liant entre l'oxygène et le carbone, va complètement basculer sur l'atome d'oxygène. Ainsi, ce morceau-là va se décrocher de la molécule, et ce morceau, ça n'est rien d'autre que la molécule d'eau. Donc voilà ce qui va se passer. Et on obtient donc cette chose-là. Dans cette opération-là, le carbone perd l'un des électrons qu'il avait mis en commun avec l'atome d'oxygène. Donc comme il perd un électron, il devient chargé positivement. Voici le deuxième intermédiaire réactionnel.
Ce deuxième intermédiaire réactionnel est donc le réactif de la troisième et dernière étape. Donc qu'est-ce qui se passe pour expliquer l'apparition de l'alcène qui est ici? Eh bien on voit apparaître une double liaison carbone-carbone qui n'est pour l'instant pas présente. Comment l'expliquer? Eh bien vous voyez que ce carbone-là est pour l'instant lié à 2 atomes d'hydrogène. Or, dans le produit final, il n'est plus lié qu'à un seul atome d'hydrogène. Ça veut dire que l'une des liaisons CH a disparu, et cette liaison qui existait entre carbone et hydrogène a en fait basculé vers une liaison entre carbone et carbone. Donc là, il faut imaginer que ce doublé liant a basculé pour toujours rester doublé liant, mais entre 2 autres atomes. Voilà. Du coup, l'atome d'hydrogène se retrouve tout seul, et lui, il a perdu l'électron qu'il avait mis dans la balance en commun avec le carbone pour se lier à lui, et donc c'est lui qui est chargé positivement. Donc si on fait le bilan, l'intermédiaire se simplifie avec celui-là se simplifie avec celui-là, et il nous reste quoi? Il nous reste l'alcool de départ plus H+, qui va donner H2O, plus l'alcène, plus H+. Donc là, on tombe sur une transformation où l'un des réactifs de la première étape est le produit de la troisième étape. C'est ce qui caractérise la catalyse. Un catalyseur, c'est une substance qui réagit dans un premier temps, qui réapparaît à la fin de la transformation et qui n'est donc pas présente dans le bilan. Voilà pour ce chapitre. Je vous souhaite de bonnes révisions et vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.